Madame, Messieurs, nous sommes ici dans ce beau cadre de Faden House. Dans le cadre du tournage de cette émission, nous recevons sous ce plateau le secrétaire exécutif provincial de Sud Kivu de l'engagement pour la citoyenneté en la personne de Maungano Kiyoka Maki. Avec lui, nous allons nous entretenir sur son ouvrage intitulé Leadership Fuliro et le développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui lui a réellement poussé à écrire cet ouvrage? Donc l'intégralité, vous le saurez dans cette émission. Je dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et comment se porte déjà votre province ou la province du Sud Kivu? Oui, la province du Sud Kivu ne va pas bien. Elle va très mal. Elle va très mal comment? Elle va très mal parce qu'on nous a imposé une insécurité, on nous a imposé une pauvreté. Et donc, nous sommes dans une situation très misérable. C'est pourquoi ça ne va pas bien. Mais nous sommes en train de voir le chef de l'État fournir des efforts dans le cadre de cette paix dans cette partie du pays. Vous avez parfaitement raison, madame, de dire que vous êtes en train de les voir fournir beaucoup d'efforts parce qu'ils portent des vestes, parce qu'ils louent des jets privés pour des personnes, parce que. Mais la population a quel indice? La population est dans quelle situation? Il n'y a rien, madame. Si aujourd'hui on peut nous poser la question de savoir quel est l'état de lieu de la province du Sud Kivu. Merci beaucoup. Peut-être qu'avant d'arriver là-bas, je voudrais que je m'introduise sur le grand travail qu'on venait de produire, parce que c'est ce qui va nous aider à décortiquer toute la matière et répondre à toutes les questions que vous voulez me poser. D'accord, donc je vous ai annoncé au sommaire de cette émission que nous allons vraiment nous focaliser sur l'ouvrage intitulé Leadership Fuliro et le développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo, dont l'auteur est devant nous. Si vous pouvez aujourd'hui nous donner l'économie de cet ouvrage. Merci beaucoup. Comme vous veniez de le dire, je suis M. Maungano Kiyoka Maki, secrétaire exécutif provincial de l'ECD au Sud Kivu, basé à Uvira. Je suis l'auteur de ce grand ouvrage qui parle sur le leadership Fuliro et le développement socio-économique et politique de la RDC, la kakistocratie et la kakocratie du système politique de la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? C'est un ouvrage. Cet ouvrage ici, c'est le résultat d'une étude ayant utilisé les méthodes historico-empiriques et se subdivise en 6 chapitres. Le premier chapitre parle du développement socio-économique et politique de la RDC. Le second chapitre parle du zoom culturo-anthropologique du Mufuliro. Et le troisième chapitre étale la contribution du Mufuliro au développement socio-économique et politique de la RDC. Eh bien, nous avons étalé encore l'ethnogénèse des Tutsis rwandais en République démocratique du Congo au 4e chapitre. Eh bien, le 5e chapitre parle de l'évolution en zigzag du développement socio-économique et politique du Mufuliro. Et en fait, comme les 5 chapitres ont déjà bien décrit le sujet, au 6e chapitre, nous avons proposé les recommandations, nous avons formulé les recommandations pour la redynamisation du leadership en République démocratique du Congo pour le développement de ces pays. C'est là que le développement que nous avons défini comme un phénomène multidimensionnel, incluant la dimension sociale, économique et politique. Chaque dimension est interconnectée l'une à l'autre d'une manière complexe. Ce phénomène, c'est aussi un processus qui, en chaque dimension, est interconnectée l'une à l'autre d'une manière complexe. Ce phénomène, c'est aussi un processus qui entraîne des changements fondamentaux et des changements substantiels dans la vie de la société. Ça veut dire l'indicateur de chaque dimension, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension politique. L'ouvrage ici, dans sa conclusion, parle
parle bien que le développement de la RDC est freiné par son système politique qui est basé sur la kakistocratie et la kakocratie. Des stratégies managériales fondées sur la promotion par incompétence et ou par manque d'intelligence. Parce que ce sont des termes un peu scientifiques. Commencez tout d'abord par nous expliquer la kakistocratie et la kakocratie, comme je venais de le dire. La kakistocratie, c'est un mot grec qui signifie kakistos, les pires, et kratos, les pouvoirs. Ça veut dire, par la kakistocratie, nous vivons la gouvernance par les pires, la gouvernance par les mauvais. Et la kakocratie aussi maintenant, c'est la gouvernance. On promet quelqu'un sans tenir compte de son profil scientifique, de son profil intellectuel. Parce que en promouvant un incompétent, vous créez une dette à lui. Ce qui fait de lui un prisonnier. Ce qui fait de lui un esclave. Ça veut dire quoi? C'est lui qui dirige, il est à l'extérieur. Et vous maintenant, vous comme vous êtes incompétent, vous dirigez maintenant par violation, parce que le principe de cette kakistocratie et la kakocratie, nous avons parlé dans cet ouvrage de 3 principes. Le premier principe, on vous sélectionne pour diriger une institution, je ne sais pas, une organisation, ou l'exemple de notre État, notre pays, la République démocratique du Congo, on vous sélectionne pour gérer l'État, tout simplement parce qu'on a vu à vous une incompétence. On a vu à vous que vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas de connaissances. Et là, on vous sélectionne. C'est le premier principe. Le deuxième principe, ces fruits de la kakistocratie utilisent le mobbing management. Le mobbing management, c'est une gestion par harcèlement. C'est une gestion par violation. Je vais vous dire, madame, la constitution du pays, toutes les lois du pays ont été conçues pour l'amélioration des conditions sociales, économiques et politiques de la population. Maintenant, le fruit de la kakistocratie gère par harcèlement, gère par violation. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire les besoins, il veut satisfaire son patron qui lui a donné le pouvoir. Et là, il va à contre-courant de la population qui attend l'amélioration de ses conditions. Et là maintenant, le troisième principe, si par hasard, ce fruit de la kakistocratie s'est fardé d'une incompétence pour pénétrer le système, le troisième principe, c'est l'assassinat ou c'est l'empoisonnement. Pourquoi? Parce qu'il a carotté maintenant, il a violé les accords qu'il a signés avec son patron pour satisfaire les besoins de la population. Et donc son patron ne lui laissera pas. Parce que son patron, lui, maîtrise tous les systèmes. Et lui, on va lui faire disparaître. C'est comme l'exemple. En 1960, pendant l'indépendance, les Belges n'ont pas préparé les Congolais à gérer la dimension politique. C'est comme ça que lorsqu'on va proclamer l'indépendance, les Congolais se fardent d'une incompétence pour arracher cette indépendance dans les mains des colonisateurs. Notre frère, notre père, Emery Patrice Lumumba, il s'improvise par son discours. Il dit ceci, je vous cite, nous allons montrer aux Blancs ce que peut faire un homme noir lorsqu'il travaille dans toute liberté. Nous allons faire du Congo un centre de rayonnement pour tout le monde, pour toute l'Afrique. Et là, comme les Belges n'avaient pas préparé les Congolais à gérer cette dimension, c'était une humiliation. Et nous savons tous la suite. Ça a été quoi? Il a été assassiné. La deuxième personne, nous avons parlé de Laurent Désiré Kabila. Depuis Ouganda, avec la FDL. Depuis Ouganda, le Rwanda, Uvira, Lemera, Goma, Bukavu, à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila somnolait dans toutes les réunions. Et en Kinyarwanda, on l'appelait Kijuju. Ça veut dire idiot. Donc, on a dit que ce monsieur, c'est un idiot, c'est quelqu'un qui est en train de nous accompagner. Mais quand il est arrivé à Kinshasa, il s'autoproclame, je suis président de la République. Et là, les Rwandais ont dit non, 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 non. Celui-là, nous les connaissons très bien qui c'est un idiot, il ne fera rien. Donc c'est nous qui allons toujours continuer à les téléguider. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila a montré qu'il est capable de faire face, d'amener de bonnes solutions pour l'amélioration des conditions socio-économiques et politiques des Congolais, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assassiné. Ici à Kinshasa, vous y étiez. Hein? On l'a assassiné. Donc aujourd'hui, la RDC est sous l'emprise de tous ces gens-là.
La troisième personne, madame, dans les 24 heures qui ont suivi cet assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a le premier ministre belge qui quitte la Belgique. Il arrive à Kinshasa. Il rencontre tous les policiers congolais. Il est à Réunion et puis il dit, comme Laurent Désiré Kabila est assassiné, je vous propose, est-ce qu'on peut mettre Joseph Kabila, son fils? Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a dit à la Belgique que Joseph Kabila était le fils de Laurent Désiré? Est-ce qu'ils étaient là lorsque... Qu'est-ce qu'il leur avait dit ça? La deuxième chose... Non, mais expliquez quand même, les spectateurs qu'ils sachent. La deuxième chose, en 2001, Joseph Kabila avait quel profil scientifique? Avec quel profil intellectuel? Avec quel profil professionnel? Pour que la Belgique ne vienne que proposer Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de la kakistocratie. La Belgique veut gérer, veut continuer avec cette colonisation, ce néocolonialisme maquillé à travers Joseph Kabila. Et nous avons vu les 18 ans de Laurent de Joseph Kabila. L'archevêque de Kinshasa ici, Monsengo, l'a dit. Il a consacré le mot médiocre pour montrer que la gestion de Kabila était médiocre, que les conditions des Congolais n'ont pas subi une amélioration. Et si on exclut la déclaration de Monseigneur, si nous évaluons, parce qu'ici je parle comme un scientifique, mais on a vu également, sans vous un expert. Mais on a vu également un ouvrage publié par Néhémie Moulania qui encensait quand même, qui donnait le prouesse ou bien la satisfaction de Joseph Kabila pendant son 18 ans. Madame, je ne parlais pas de cet ouvrage de Néhémie Moulania. Je fais juste cette comparaison par rapport à ce que vous venez de dire là. Si Néhémie Moulania a écrit, je ne sais pas ce qu'il a écrit, je vous demande, tu es congolaise, tu es ici à Kinshasa, est-ce que tu connais les ressources du Congo? Est-ce qu'il y a l'amélioration de la vie sociale, économique et politique des Congolais? Est-ce qu'il y a une amélioration? Qu'est-ce qui a changé depuis que Kabila est au pouvoir? Moi, je vous dis, je connais toutes les ressources de ces pays. Ce n'était qu'une parenthèse, pour continuer dans notre pays qui a plus de 80 millions d'hectares de sol, de terres arables. Mais nous sommes le premier pays qui souffre de la malnutrition. Nous sommes ce scandale géologique de tous les minerais que nous avons. Mais qu'est-ce que nous les Congolais, nous profitons ça en quoi? Je vais partir. La quatrième personne, c'est Mamadou Ndala, à Goma, au Nord Kivu. Lorsque Mamadou Ndala veut défendre, veut montrer ce que le grade d'un colonel, vous avez vu le travail qu'il a produit à Goma, au Nord Kivu? Les M23 ont fui dans moins de 48 heures. Et après un mois, n'est-ce pas qu'il a été assassiné? Tous les Congolais sont au courant de tout ça. Son chef, le général Baouma, et mon neveu qui était le secrétaire du général Baouma, il s'appelle Safari Kanyegere, ils ont été empoisonnés parce qu'ils ont fait preuve de leur leadership, ils ont fait preuve de défendre leur patrie. Le patriotisme. Et donc, c'est ça ce qui bloque le développement de notre pays. Et maintenant, sans parler, parce que ça c'est une recherche empirique, ça veut dire ceci, le vécu, c'est que nous vivons. Donc si tu n'es pas satanique, tu vas aussi être d'accord avec moi, parce que c'est le vécu de chaque jour. Maintenant je vais vous dire, depuis que Kabila a donné le pouvoir du peuple à M. Félix, qu'est-ce qui a changé? Toi qui as parlé sur... On a vu quand même l'état des droits s'améliorer. On a vu l'état des droits, les intouchables être arrêtés. Très bien. L'état des droits a évolué, c'est bien amélioré dans ta famille, mais pas pour les Congolais. Non, on parle c'est ça. Parce qu'un Congo, un Congolais on a vu la justice quand même, des réformes entamées dans la justice. Dans ta famille peut-être, mais pas pour les Congolais. Pas pour les Congolais. Je suis d'accord que vous avez vu ces réformes dans ta famille, mais pas pour les Congolais. Et donc, vous comprenez que ça c'est ce qui freine le développement. Et pourquoi maintenant cette kakistocratie nous est imposée? Mais aujourd'hui, vous avez parlé vous avez parlé de l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Selon vous, par rapport à votre ouvrage, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'apport de l'actuel président? Pour répondre à cette question, je vais te dire que Achille Mbembe a dit
lorsqu'un médiocre quitte le pouvoir, il cherche un médiocre plus que lui pour lui succéder. Et donc, je peux te poser la question. Est-ce qu'il y a amélioration de la situation sociale, économique des Congolais par rapport à la gestion de Kabila? Et aujourd'hui, nous pouvons maintenant dire que la gestion de Kabila, la gestion de Félix, elle est médiocre, elle est très bonne, elle est excellente ou elle est à quel niveau? Moi, j'ai été enseignant à l'école maternelle, j'ai été enseignant à l'école primaire, secondaire et aujourd'hui je suis à l'université. Je vais vous parler de classification. On parle de l'élite, on parle de excellent, très bien. Troisième, élite, excellent, hein? Très bien. On parle de bien, on parle de idiot ou médiocre et on parle de mauvais. Maintenant, si la gestion de Kabila a été médiocre, aujourd'hui, la gestion de Félix, nous pouvons la mettre où? Elle est mauvaise, elle est très bonne. Dans le cadre de cet ouvrage, vous le c'est les mauvais. C'est une médiocrité excellente. Ah bon? Vous me comprenez? Et donc, la kakistocratie, on nous impose cette kakistocratie parce que, comme je venais de dire pour le professeur Achille Bembe, lorsqu'un médiocre quitte le pouvoir, il cherche un médiocre plus que lui pour lui succéder. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la puissance d'un pays se trouve ou réside beaucoup plus dans la qualité de ses dirigeants et de ses populations que dans ses ressources naturelles. Parce que si la puissance d'un pays résidait dans les ressources naturelles, nous Congolais, les Congo, notre pays, serait déjà un paradis, non seulement pour les Congolais, mais pour toute l'Afrique en général ou pour tout le monde en général. Mais comme on nous impose ces dirigeants, fruit de la kakistocratie, c'est ce qui freine notre développement. C'est là que nous avons parlé de l'ethnogenèse des Tutsis rwandais, parce qu'on va parler sur le conflit à l'Est, on va parler sur le groupe armé au Sud Kivu. C'est là que nous parlons de l'ethnogenèse des Tutsis rwandais en République démocratique du Congo. Madame, si vous vérifiez... Parce qu'aujourd'hui, c'est les nœuds du problème. Parce qu'aujourd'hui, l'ethnogenèse que vous avez parlé dans votre ouvrage, de Tutsis rwandais en République démocratique du Congo, c'est ça, là où réside un peu le problème de notre pays ou le problème de la paix à l'Est. Maintenant, décrivez-nous un peu la situation de là. Et conformément à votre ouvrage, qu'est-ce que vous apportez comme solution? L'ouvrage parle de beaucoup de choses, mais d'une manière synthétique. Je vais vous demander de chercher tous les dictionnaires du monde. Regardez le Petit Larousse illustré 1986. Cherchez le mot Tutsi. On va vous dire que Tutsi, c'est une ethnie du Rwanda et du Burundi. On ne parle jamais de Tutsi congolais. Vous me comprenez, madame? Si vous lisez les dictionnaires à partir de 2000, les mots Tutsi, vous ne les retrouverez jamais. C'est des gens enlevés. Mais aujourd'hui, vous allez suivre, on parle déjà... Pourquoi de ces retraits? Madame, il y a certaines écritures, il y a certaines recherches qui se font dans la falsification de l'histoire. Okay. Je viens de vous donner le grand dictionnaire, la grande référence. Si vous vérifiez d'autres dictionnaires, vous n'allez plus retrouver ces mots. Mais le dictionnaire Petit Larousse illustré 1986, les Tutsis rwandais, les Tutsis c'est une ethnie du Rwanda et du Burundi. Mais aujourd'hui, vous allez écouter, on parle de Tutsis congolais qui n'existent pas. Chez nous, chez moi, au Sud Kivu, à Uvira, Fizi et Mwenga, il y a ce que j'ai entendu, ce que vous parlez aujourd'hui, des Banyamulenge, qui n'existent pas. Je vais vous informer que toutes les tribus congolaises ont une identité patronymique. Parce que cette identité prend sa source sur la langue, qui est une langue congolaise. Sur la terre, qui est une terre congolaise. Sur la coutume, qui est une coutume congolaise. C'est pourquoi nous avons une identité patronymique. Je suis Mufulirou parce que je parle Kifulirou. Je viens de Bufulirou. Le Kifulirou qui est reconnu comme une langue congolaise. Le Bufulirou qui est reconnu comme une terre congolaise. Et le chef coutumier Mufulirou, bien reconnu comme un chef coutumier de tous les Congolais. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi nous les Congolais, sur les 450 tribus, nous avons tous
une identité patronymique parce que c'est lié à la langue, à la terre et à la coutume. Alors que les communautés rwandaises, je dis bien les communautés parce qu'au Congo il n'y a pas de communauté, nous avons des tribus. Les communautés rwandaises vivant en RDC ont une identité pseudonymique. Pseudonymique, ça veut dire, ou pourquoi? Parce que c'est une identité de camouflage, c'est une identité de maquillage, c'est une identité d'usurpation de la terre. C'est pourquoi c'est pseudonymique. C'est pourquoi maintenant, nous vous parlons dans cet ouvrage que le Banyamulenge n'existe pas. Ce sont plutôt des Rwandais opportunistes et complexés de nationalité. Et je vous informe. Et à la recherche de quoi aujourd'hui en RDC? Usurpation de la terre. Okay. Parce qu'ils n'ont pas répondu à ces critères-là de la langue et de la terre et de la coutume. Ils ont une langue rwandaise. Ça va? Ils ont la culture rwandaise. Ils n'ont pas de terre en RDC. Parce que s'ils avaient la terre en RDC, ils ne pouvaient pas créer le territoire de Minembwe en 1988. S'ils avaient la terre en RDC, ils ne pouvaient pas se battre pour avoir d'une manière frauduleuse la commune de Minembwe, qui est une notabilité du groupement Bassi Mukinji dans le territoire de Fizi. Ils ne pouvaient pas usurper d'avoir, de tricher, de prendre le nom là qui prend ses sources sur le village de Mulenge, qui est une notabilité du groupement Kigoma dans la chefferie collectivité de Bafouliru. Ils ne pouvaient pas s'imposer non plus pour prendre la gestion du groupement Bijombo, qui est un groupement de la collectivité Bavira. Maintenant, ils sont où, madame? Maintenant, aujourd'hui, ce sont des informations déjà connues ici, chez nous, mais nous voulons un peu aller au-delà des informations, des non-dits. Qu'est-ce qui n'a pas été dit que vous pouvez nous dire au travers de cet ouvrage? D'abord, la première chose, je vais vous dire que, comme ce que nous avons dit ici, c'est ça la source du conflit, de la guerre, dans le haut plateau d'Uvira, Mwenga et Fizi. Parce qu'aujourd'hui, depuis février 2020 jusqu'au février 2022, on a déjà massacré 2158 personnes. Mais Kinshasa n'en parle pas. Parce qu'ici à Kinshasa, vous dites, les Alinguettes disent que nous sommes, nous d'Uvira, nous sommes à plus de 2000 km de Kinshasa. Donc, parce que ce n'est pas ta mère qui a été tuée parmi les 2158, parce que tu n'as pas un frère de sang qui a été tué parmi les 2158, parce que tu n'as pas une sœur, donc nous sommes à 2000, nous sommes à plus de 2500, 2000 km. Donc, chez vous à Kinshasa, ça va. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est pourquoi ce qu'il y a aussi Kivu, ce qu'il y a à Uvira, Fizi, Mwenga, il n'y a pas d'abord un problème interethnique. Il n'y a pas un conflit intertribal. Il n'existe pas. Ce conflit n'est pas là. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a une usurpation de la terre congolaise par les Tutsis rwandais et la défense patriotique par les enfants congolais. Et c'est là que je vais vous dire que nous comptons aujourd'hui plus de 22 groupes armés à Uvira, Fizi, Mwenga. Plus de 22 groupes armés. Mais ces 22 groupes armés sont subdivisés en dans quatre grands groupes. Il y a les groupes étrangers, les groupes armés étrangers qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burundi. Ils se battent, ils font leur entraînement. Ils ont une dénomination, non? Ils n'ont pas une dénomination. Il y a le Red Tabara, il y a les androïdes, il y a les Tuigwane, il y a les Imbonerakure, qui sont dans Uvira, Fizi, Mwenga. Ils tuent les gens là-bas. Vous me comprenez, madame? Le deuxième groupe, bien sûr, ce groupe étranger passe par des enfants inciviques qui créent des groupes maïmaï inciviques. Qui profite, qui ne fait que profiter à la faveur de l'occupant. Alors ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est le groupe de Tutsis rwandais. Puis Guaneho, Gumino. Ce groupe se trouve dans ce que nous appelons les forces républicaines fédéralistes. C'est le FRF. Et pour votre information, les FRF là-bas, ils sont bien implantés. Ils sont bien servis par le gouvernement congolais. Ils ont les ministères des infrastructures. Ils sont dans l'armée congolaise. Est-ce que vous me comprenez?
Et il y a le quatrième groupe, ce sont maintenant les enfants patriotiques. Donc aujourd'hui, on peut dire que les autorités congolaises sont complices de la situation qui s'est passée. Je vais arriver là-bas, madame, parce que je vais te dire ceci que, à part le gouvernement étranger qui appuie les Goumino, les Twigwaneho, les FRF, à part les Nations Unies qui appuient, je dis bien, je suis clair, je dis à part les États étrangers, à part les Nations Unies qui appuient ce groupe Tutsi rwandais à l'est de la RDC, mais ce groupe bénéficie d'une manière directe l'appui financier, l'appui technique et l'appui logistique du gouvernement congolais. Vous allez me poser la question pourquoi et comment. Ça m'étonne d'attendre ça de votre bouche. Ça m'étonne de voir que le gouvernement qui, soi-disant, s'implique dans l'amélioration de conditions de paix à l'Est soit impliqué dans ce que vous venez de citer. Je venais de dire que le groupe Goumino, ça va, la milice Goumino, la milice Twigwaneho, se regroupe dans le mouvement politico-militaire qu'on appelle FRF. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'appel de Christophe Mbosso de pouvoir dénoncer tous les gens qui sont impliqués dans le groupe armé quand même est fondé. Les députés ainsi que certaines autorités. Je suis en train de répondre maintenant à cette question. D'accord, merci. Le FRF, il a le ministère des infrastructures. Je suis membre d'un parti politique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous contribuons pour le fonctionnement d'un parti politique. Est-ce que vous me comprenez? La deuxième chose, ça c'est un appui financier. Lorsque le gouvernement congolais, j'ai dit qu'il y a les groupes étrangers qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burundi. Lorsque le gouvernement congolais décide de signer les accords avec le Rwanda pour la transformation de l'or des minéraux congolais, ça veut dire quoi? N'est-ce pas un appui financier d'une manière directe? Nous qui connaissons très bien que c'est le Rwanda qui tue en RDC, chez nous. Depuis 1996, j'ai vu les Rwandais et jusqu'à maintenant, ils sont là. Ils tuent du jour. Je viens de vous dire, 2158 personnes qui sont tuées. Et le gouvernement congolais, Félix, décide d'aller signer un accord avec le Rwanda. N'est-ce pas un appui financier? Tous les officiers militaires qui sont au sein de FRDC, au sein de la PNC, plus de 300. Mais est-ce que cette signature, sans vous interrompre, est-ce que la signature, je peux dire le partenariat entre le Rwanda et la RDC dans le cadre de raffinage de minéraux, est-ce que ce n'est pas dans le cadre de chercher la paix? Parce que cette question a toujours fait couler beaucoup d'encre, ça veut dire que nous sommes déjà fragiles, nous allons encore renforcer notre ennemi. Nous allons renforcer notre ennemi pour lui donner beaucoup plus de force à massacrer toute la population. C'est comme ça? C'est comme ça qu'il faut faire? Ça, c'est criminel, madame. Okay. Vous me comprenez? Tous les officiers, tous rwandais, qui sont au sein de FRDC, qui sont au sein de la police, ils viennent où? Ils sont venus de l'AFDEL, ils sont venus du RCD, ils sont venus du M23, ils sont venus du CNDP. N'est-ce pas que ce sont des milices, ce sont des groupes armés rwandais? Et le même groupe armé, aujourd'hui, nous avons pris de 300 officiers et pris de 45 généraux. Vous pouvez continuer dans votre schéma, là où vous parlez de financement de c'est ce que je vous dis. Ces militaires font quoi? Et ce sont eux maintenant qui font la défection. N'est-ce pas un appui logistique? N'est-ce pas un appui technique? Que le gouvernement d'abord les forme, et quand on les forme, la deuxième chose, ils vont procéder aux défections, et quand il y a défection, ces mêmes officiers qui sont au sein des FRDC, ils donnent les informations. Vous allez écouter, non, on a tué les militaires congolais, on a tué, je ne sais pas, on a ravi des munitions. Pourquoi on a ravi ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le système, qui donne le secret, qui donne tous les plans. Et ça, ce que nous disons, c'est un plan, c'est un financement technique, logistique et financier. C'est à la responsabilité du gouvernement congolais. Et nous maintenant, les enfants patriotes d'Uvira, Fizi, Mwenga, les Bafuliru, les Babembe, les Banyindu et les Bavira, qui se mettent en commun et défendent leur terre. En quoi est-ce qu'ils font mal?
En quoi est-ce qu'ils font une mauvaise chose? Ceux qui défendent leur terre. Et donc vous comprenez que nous sommes victimes d'une grande complicité. En interne et à l'externe. Externe qui profite de la fragilité de cette kakistocratie. Parce que le leadership est fragile. On n'a pas un leadership capable de transformer les ressources du pays en richesse, capable de protéger ses populations, on a un leadership incapable donc de répondre aux attentes des populations. Et c'est comme ça que tout est fragile. On passe par. Donc d'où aujourd'hui cette rencontre de Nairobi n'est que de la mascarade. Je viens de vous dire, madame, les groupes armés qui sont à l'est viennent à Uvira. Il y a ceux qui viennent du Burundi, ceux qui viennent du Rwanda. Au Nord Kivu, les M23, n'est-ce pas, qui viennent du Rwanda et une partie d'Ouganda. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes pays? Et je viens de dire encore, je vais vous dire, tous ces pays-là, ce sont les amis intimes, je dis bien amis intimes à Félix. Il a investi beaucoup de ressources dans ce voyage. Il va les voir. Pourquoi ce n'est pas que chaque pays va négocier, va parler avec ce groupe armé? Mais on dit à Félix d'aller négocier. Il va négocier avec quel groupe? Et ça, c'est ce que vous avez attendu. Est-ce qu'il y a les groupes autochtones qui sont partis à Nairobi? Ce sont les Tutsis rwandais qui sont partis là-bas pour négocier. Ils vont négocier quoi? Donc, ils vont négocier de les renforcer encore au sein des institutions de l'État, là où d'abord ils sont déjà bien servis, pour que la balkanisation maintenant soit très facile. Donc, parce que le Congo, nous pouvons considérer ça déjà comme une toilette à la route ou au marché qui n'a pas de porte. Tout le monde qui entre peut déféquer n'importe comment. Tout le monde qui entre peut uriner n'importe où et il part. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sécurise cette toilette au marché. Il n'y a même pas de porte. Et donc vous entrez quand vous voulez, vous quittez. C'est ça la RDC. Et ça, c'est une humiliation. Tout simplement parce que nous n'avons pas un leadership. Nous n'avons pas quelqu'un à la tête du pays qui est capable de défendre les causes patriotiques, les causes des Congolais. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le nœud du problème, la guerre qui est dans les hauts et moyens plateaux du Virafizi et Mwenga. Mais aujourd'hui, quel est l'apport de Bafouliero dans cette leadership que vous voulez incarner? Merci beaucoup. Je vous ai dit que les Bafouliero, aux côtés des Babembe, aux côtés des Banyindu, sont des tribus patriotes. Je comprends. Et puis je vais vous dire, ni t'était la résistance que les Bafouliero, en collaboration avec les Babembe et les Banyindu, ni t'était cette résistance patriotique, madame, tu ne serais pas là aujourd'hui. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Congo serait déjà parti. Parce que ce sont les seules tribus qui défendent à l'est du Congo. Et si vous allez aussi au Nord Kivu, vous allez trouver les Banande. Et ce sont les gens qui sont égorgés. Parce qu'ils défendent la terre, ils défendent leur terre. Et c'est comme ça que nous, on est victimes de cette défense patriotique. On va vous dire que les Bafouliru, non, ces gens là-bas sont haineux, ces gens là-bas. Mais non, tout simplement parce qu'ils défendent leur patrie. Ni t'étais eux, ni t'étais les Bafouliru, les Babembe, les Banyindu à Uvira Fizi Mwenga, les Nande aussi au Nord Kivu. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, madame. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette... je peux dire quoi, cet état de siège installé dans cette partie du pays n'aura plus à apporter quelque chose de la manière dont je vous entends parler? Donc on ne peut rien s'entendre avec cette instauration de l'état de siège. Si vous me parlez de l'état de siège, peut-être que je vais vous dire, je ne sais pas si vous suivez les déclarations qui se font ou les massacres qui continuent à se faire. Je vais vous dire qu'il y a eu d'ailleurs recrudescence de tueries au Nord Kivu et à l'Ituri depuis l'état de siège qu'avant l'état de siège. Ça veut dire que l'état de siège n'apporte rien. L'état de siège, au contraire, continue à contribuer à cette tuerie. Et je vais vous dire, ici à Kinshasa, d'ailleurs je regrette, tous les médias ici à Kinshasa ne parlent pas de l'insécurité à l'Est. Ne parlez pas, madame, je suis arrivé ici à Kinshasa et d'ailleurs c'est très horrible. Le média ne parle pas de l'insécurité à l'Est. Vous, journalistes, vous êtes poursuivis. Si vous parlez, et d'ailleurs, comme vous allez nous débattre cette question, on va vous appeler. Cette liberté de la presse. On va vous appeler.
Je suis allé, je ne sais pas, je suis allé dans la rue qu'on appelle Kimbuta. J'ai trouvé des jeunes garçons très géants à 10 heures sous l'alcool, la bière. Et moi je me dis, si je pouvais avoir 300 jeunes comme ceux-là que j'ai trouvé dans la rue Kimbuta, je les amène à Uvira. Je les amène à Uvira, fils de Mwenga. Cette guerre ici ne fera pas 3 mois, ne fera pas 1 mois. Mais à Kinshasa, comme vous dites que vous êtes à plus de 2000 km, ce n'est pas un problème. Hein? Donc vous vous mettez dans l'alcool. Ça, ce n'est que le propos d'un individu qui ne concerne pas toute la nation. Mais je voulais quand même revenir par rapport à votre premier chapitre, là où vous parlez du développement de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler du développement dans cette partie du pays, dans cette cartographie que vous venez de nous donner là? Je vais d'abord vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement de la RDC parce que nous n'avons même pas l'odeur. Nous n'avons même pas l'odeur du développement. Cela veut dire que si on évalue les indicateurs de la dimension sociale, toutes les tribus sont déchirées. Donc on monte les communautés contre les autres. Vous suivez ce qui s'est fait au Kasaï. Vous suivez ce qui s'est fait au Nord Kivu. Vous suivez ce que c'est. Donc le gouvernement lui-même amène sa communauté toute rwandais pour l'implanter au Sud Kivu. Et là, cette communauté, elle est bien servie par le gouvernement congolais et vous voulez que les tribus autochtones se taisent. Vous me comprenez? Sur le développement social, les tribus sont déchirées. Sur le développement économique, madame, il faut voir comment est-ce que les moyens, les ressources économiques sont volés et tous les voleurs sont libérés. Il y a quelqu'un qui a volé l'argent des enseignants. Il était ici en prison pour 3 ans. Et puis à 6 mois, on lui a libéré. Et puis il dit, j'adhère à la vision du chef de l'État. La vision, c'est quelle vision? Ah, vous devez me le dire. Ah, c'est la vision de voler, c'est ce qu'il a dit. C'est la vision de voler, c'est ça la vision. Et c'est comme ça que nous voyons toutes les ressources sont pillées, sont volées. Et tous les voleurs sont libérés. Ça veut dire quoi? En tant qu'un expert de l'évaluation, ça veut dire que celui qui les a libérés, il est aussi complice, il est dedans. Peut-être qu'il a peur que si ce monsieur continue à être là-bas, il va me dire et que ça me sera ridicule. Et c'est comme ça. Et donc, du développement économique, politiquement, tous les indicateurs de la démocratisation ne sont pas respectés. La liberté d'expression, je ne sais pas, tous les indicateurs de la démocratie ne sont pas respectés. Et comment on va parler du développement? Et pour parler du développement, nous allons voir 3 indicateurs d'une manière synthétique. Le travail, la création de nouvelles richesses et la démocratie. Les Congolais, nous sommes combien qui travaillent? L'emploi et ceux qui travaillent. Vous allez voir un colonel qui gonfle avec, je ne sais pas, 3 étoiles dans la route. Il a combien la fin du mois? 257 000 francs congolais. C'est 100 dollars, 100 dollars, je ne sais pas, ça, 31 dollars. L'enseignant qui enseigne nos enfants, il a combien? Les infirmiers, les médecins, ils ont combien? Et donc, nous sommes très pauvres. On nous impose une pauvreté. Et pour que les dirigeants, les quelques poignées de dirigeants, continuent à voler les ressources naturelles. C'est pourquoi on ne peut pas parler du développement en RDC. Il n'y a même pas une odeur. Mais parlons quand même de votre 4e chapitre. Oui. 4e chapitre, 6e chapitre. Nous avons parlé de l'ethnogenèse des Tutsis rwandais en RDC. Je vais vous dire, je vous ai déjà dit que les Tutsis, ce n'est pas... Non, comme le 4e, je dis 4e et 6e. Donc, nous pouvons directement passer au 6e chapitre parce que nous avons déjà... Le 6e chapitre, madame, nous avons parlé des recommandations. Oui. Et la première recommandation, c'est la responsabilité de tout et chacun. D'abord, le gouvernement congolais doit arrêter de faire une complicité contre son propre peuple. Donc, on ne peut pas diriger dans le sang. On ne peut pas avoir le pouvoir dans le sang. Ce sont les mêmes personnes qui ont massacré, les génocideurs du peuple congolais, qui ont le pouvoir. Et donc, on ne peut pas espérer le pouvoir lorsque ceux qui ont tué le peuple congolais ont encore un pouvoir pesant sur la population congolaise. Là, on ne peut pas avoir la paix. Donc, le gouvernement congolais doit éviter de faire un complot contre son propre peuple. La deuxième chose, moi-même, avec le vécu, parce que ça c'est une recherche empirique, c'est que je vécu moi-même.
j'ai décidé de créer une école révolutionnaire pour la paix. Parce que c'est ça à la responsabilité des Congolais. Les Congolais, nous devons prendre notre responsabilité. C'est à nous de défendre notre patrie. Et si nous n'acceptons pas de défendre notre patrie, ok, nous devons donc préparer les yeux pour pleurer. Nous devons acheter des mouchoirs, nous devons prendre toutes ces conséquences, accepter toutes ces conséquences et pleurer. Parce qu'on va nous ravir et même les petits que nous avons, on ne l'aura pas. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer cette école révolutionnaire pour la paix. Il y a aussi la responsabilité de l'Église. Je vais vous dire que l'Église congolaise, elle a beaucoup contribué dans cette misère des peuples congolais. Dans quelle manière? Vous allez voir, si vous lisez la Bible, Luc chapitre 4, le 16e verset jusqu'au 21e verset, quelle est la mission de Jésus? Qu'est-ce qui a fait que Dieu envoie son Fils sur la terre? Dieu a envoyé son Fils pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour aider les aveugles, donc recouvrer la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés, les captifs. Mais vous allez écouter dans toutes les églises ici, on ne prêche qu'il faut aller au ciel. On ne prêche que, je ne sais pas, qui vous dit que Dieu a besoin de fidèles comme nous, qui ne faisons pas preuve de notre patriotisme. Et donc, les églises ont dévié leur mission. Il y a seulement une prolifération des églises. Mais qu'est-ce qu'ils font quoi? On dit que le Congolais, c'est un pays qui a plus de 90% de chrétiens. Dans ces chrétiens, je vous demanderai, il y a maintenant, dans les 90% de chrétiens, maintenant il y a combien de chrétiens? Parce qu'un pays, un chrétien normal, un chrétien doit d'abord être patriote. Maintenant, sur le plan politique. Sur le plan politique, ça veut dire nous devons avoir des institutions qui sont fortes. Nous devons avoir des institutions. Le président Martin Fayulu l'a proposé. Je l'aime beaucoup parce que c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu, pourquoi? Tout ce qu'il a prophétisé, tout ce qu'il a demandé, depuis que M. Félix a bénéficié de ce pouvoir du peuple en provenance de M. Kabila. Mais c'est malheureux, il est malheureux. Il n'a même pas du bonheur, il est malheureux parce que le peuple ne jouit pas son bonheur. Et là, vous allez voir, en février 2019, il a proposé, il a proposé les réformes. Les gens ont crié, les gens ont dit n'importe quoi. Ça a accouché à quoi? Ils ont fait l'union sacrée. L'union sacrée a accouché quoi? Et aujourd'hui, ils ont fait l'état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri. Ça a accouché à quoi? Et donc, nous avons demandé des ressources. Nous avons besoin d'un leadership à la tête du pays qui est capable de donner une leçon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir cette leadership congolaise? Nous sommes capables parce qu'il y a de l'espoir. Mais comment le faire aujourd'hui? C'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour des élections. Pour qu'il y ait un consensus dans le processus déjà, électoral. Il y a cette loi qui vient d'être débattue au niveau de l'Assemblée nationale, alors que ça, c'est le député de l'opposition. C'est ça que je vous dis, c'est une sorcellerie, parce que ce sont les ennemis du peuple. C'est un poignet de personnes, il est erré parce qu'il est dans une jeep, je ne sais pas, et il voit que pour lui, ça va. Alors que le peuple est en train de périr. C'est là que nous devons parler de la révolution. C'est là que le peuple congolais va se réveiller pour dire non à cette kakistocratie qu'on nous impose. Mais, monsieur le secrétaire exécutif, avant que nous ne puissions conclure cette émission, nous avons entendu ça et là qu'il y a des réfugiés qui viennent dans des pays voisins ou bien dans des pays étrangers qui vont venir vers Goma ou Sud Kivu et tout pour venir s'installer en harmonie parfaite avec le Rwanda. C'est ça, ce qui fait tout ça. Mais vous avez quand même appris ça, non? J'ai appris ça. Et il y a ce qui se fait ici au Congo-Brazzaville. Oui. J'ai appris qu'on va donner plus de 12 000 hectares aux Tutsis rwandais. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous qui vivez Kinshasa, que Dieu vous aide. Si Dieu ne vous aide pas, je pense que tel que je vous vois dans l'alcool, vous allez pleurer plus que nous. Et vous allez subir. Que ces Rwandais qui viennent là-bas s'installer là-bas, vous allez subir.
Et donc, vous voyez que ça, c'est un complot qui s'est fait contre le peuple congolais. C'est là que nous devons nous éveiller, nous devons nous réveiller. C'est là que nous devons prendre toutes les responsabilités pour arracher, parce que nous sommes dans le néocolonialisme. Et pour ce néocolonialisme, c'est à nous-mêmes les Congolais, c'est nous-mêmes Congolais qui devons arrêter ça en disant non à cette cacistocratie, en disant non à cette imposition de la cacocratie. Et donc, nous devons nous battre. Si nous ne nous battons pas, ok, nous nous préparons donc sérieusement pour plaire. Monsieur Maungano, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un autre mot à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? Je pense que le peuple congolais m'a suivi et ceux qui m'ont suivi, je les appelle à nous accompagner, à accompagner, partir nous tous avec le président Martin Fayulu qui se bat pour la libération du Congo, pour le bien-être de tous les Congolais dans sa globalité. Ça parlait de ses frères de ça, tout ça, comme les autres le disent. C'est un homme pour tous les Congos, c'est un homme qui a une idée, qui a une vision pour les Congos. Et donc, je ne vois pas, je vous déconseille de continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Les gens, vous êtes embourbés, les gens, on vous met dans beaucoup de choses qui ne vont pas aider notre pays à marcher. Et donc, nous appelons tous pour ce consensus électoral, pour que nous ayons des élections transparentes, des élections apaisées, des élections impartiales, ce qui va nous aider à nous choisir nous-mêmes des dirigeants capables de diriger notre pays et nous faire nous répondre aux conditions sociales, économiques et politiques des populations congolaises. Où est-ce que nous pouvons avoir l'ouvrage déjà? Oui, l'ouvrage, il est en ligne. L'ouvrage, il est en ligne, mais nous sommes en train de vouloir produire quelques copies que nous allons laisser à ceux qui auront besoin. Ils peuvent la voir facilement. Madame, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Maungano Kiyoka Maki. Il est auteur de l'ouvrage Leadership Fuliro et le développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi en long et en large. Il a expliqué un peu le rouage dans lequel la population de l'Est est en train de vivre, les conditions socio-politiques et économiques et qui sont derrière tout ce que nous sommes en train de vivre à l'Est. Donc c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Au revoir.